À la une de l'actualité ce soir, les projets et programmes du Burkina diagnostiqués sans complaisance à l'occasion des 7e assises de leur Assemblée générale. Leurs systèmes actuels de gestion seront revus pour plus de rationalisation. Surtout que l'évaluation 2013-2014 indique une mise en œuvre en deçà des attentes. Comment arriver à inverser les tendances? Éléments de réponse dans ce journal. En dépit de la décision de fermeture des sites aurifères d'exploitation artisanale au Burkina, pour cause de saison des pluies dans le sud-ouest du pays, les orpailleurs font la sourde oreille. Pour quelles raisons et à quand une répression contre les contrevenants? On en parle dans cette édition. À Kilouin, un quartier de la ville de Ouagadougou, les habitants dénoncent l'occupation illégale des réserves administratives détournées pour des usages privés. Face à la presse, un comité mis en place pour défendre les intérêts des habitants du quartier se sont longuement expliqués. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Les projets de programme au rapport depuis ce matin à Ouagadougou, à l'occasion des 7e assises de leur Assemblée générale, ils vont revoir le système actuel de gestion de ces projets et programmes et définir un mécanisme pour plus d'efficacité dans leur gestion. L'évaluation faite en 2013 et 2014 indique une mise en œuvre en deçà des attentes, seulement 40% de taux d'exécution. On fait le point avec Paul-David Bambara et Yarkitida. Vous manquez de 2015. Les projets et programmes de développement sont en examen pour la 7e fois. Un examen qui se veut critique, avec au centre diagnostiquer sans complaisance les difficultés en vue d'améliorer leur exécution. Sur 189 projets évalués en 2013 et 2014, moins de la moitié, soit 83, sont classés au vert, tandis que 68 sont en orange et 38 sont classés au rouge. Ces résultats nous enseignent que les défis à relever sont encore nombreux. Sont de ceux-ci certains dysfonctionnements de nos administrations et des structures de gestion des projets et programmes, les lenteurs dues à certaines procédures de nos partenaires techniques et financiers, la question récurrente de la procédure de passation des marchés et la défaillance des entreprises et des prestataires en général. Ces difficultés impactent négativement la performance des projets et programmes avec pour conséquence directe un manque à gagner sur les conditions de vie des populations. Et ces présentes assises devraient alors permettre de mener la réflexion sur la rationalisation pour plus d'efficacité dans la gestion des projets et programmes de développement. Ce thème devait nous permettre de revoir le montage institutionnel des projets et programmes, notamment des unités de gestion, de rationaliser les charges de fonctionnement, de créer davantage de synergies d'action verticales et horizontales entre les projets et programmes des secteurs. Il s'agira pour les acteurs de débarrasser les procédures et les pratiques des facteurs qui freinent le système de gestion et de gouvernance des projets et programmes afin de les adapter au PNDS, le Plan national de développement économique et social. De son côté, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID, octroie des financements à une trentaine de projets scientifiques. Ces projets travaillent dans la thématique agriculture, élevage, santé humaine et énergie renouvelable. L'enveloppe globale pour le financement est estimée à plus de 800 millions de francs CFA. Chaque projet reçoit entre 14 et 34 millions de francs CFA. Nongba Kouda, Ismaël Diloma Sirima. Dans ce laboratoire, des scientifiques burkinabés sont en train de mettre au point des compléments alimentaires pour prévenir les cancers. Dans cet autre laboratoire, c'est la question de l'énergie qui préoccupe. On tente de créer des foyers améliorés performants. Ces deux projets, tout comme 30 autres, ont bénéficié d'un financement du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID. Le principal critère du FONRID, c'est de voir ce qu'on veut mener comme action, qu'est-ce que ça va produire comme effet au bénéfice de la société. S'il y a un bénéfice net, on finance, évidemment en fonction des moyens. Les projets retenus sont ceux qui préoccupent le plus le contribuable, selon le comité scientifique du FONRID. Et ceux axés sur le domaine de l'agriculture, de l'élevage, ainsi que des technologies de transformation,
ont bénéficié de financements allant de 14 à 34 millions de francs CFA. À ce jour, le portefeuille comprend une trentaine de projets, 32 projets exactement, pour une enveloppe globale de à peu près 900 millions qui sont en cours d'exécution sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire. Et selon les responsables du Fonds RID, ce financement est accessible à tout scientifique porteur de projets réalistes et réalisables. Mais il faudra soumissionner à l'appel à projet annuel du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Les douanes du Burkina organisent un séminaire sur le système de codification harmonisé des marchandises qui font l'objet d'échanges internationaux. La rencontre de Ouagadougou se tient sous la houlette de l'Organisation mondiale des douanes. Ce sont des experts de l'espace francophone qui sont invités à la réflexion. À la rencontre de Ouagadougou, des amendements sur le système harmonisé sont attendus pour être intégrés afin de parfaire la nomenclature tarifaire dans les différents pays. Issa Kafando, Draman Guinée. Un séminaire régional pour dessiner l'avenir du système harmonisé des douanes. C'est un système de codification des marchandises qui font l'objet des échanges internationaux. Le système harmonisé est révisé chaque 5 ans et la prochaine révision doit entrer en vigueur le 1er janvier 2017. D'où cette rencontre des douanes de l'Afrique francophone pour amender ce langage universel du commerce. La plus grande partie de ces amendements sont apportés pour répondre aux préoccupations d'ordre environnemental et social. En plus, il y aura des amendements qui sont apportés pour répondre, pour refléter l'évolution dans les échanges commerciaux et dans la technologie, et aussi pour clarifier les textes afin de faciliter l'application uniforme de systèmes harmonisés. Le système harmonisé est actuellement appliqué par plus de 200 pays dans le monde. Et le Burkina fait partie de ces bons élèves. Chaque année, les douaniers sont bien formés pour appliquer le système au niveau du commerce international. Ça augmente les recettes parce que quand le système n'est pas bien harmonisé, il y a des marchandises qui ne sont pas bien taxées et ça fait une perte pour l'économie du pays. Ce séminaire de 5 jours est organisé par le Centre régional de formation de Ouagadougou, épaulé par l'Organisation mondiale des douanes. Les amendements qui seront issus de cette rencontre seront transposés dans les nomenclatures tarifaires des différents pays. Accroître la productivité agricole pour améliorer les revenus des producteurs dans l'espace UEMOA, dans la culture du coton surtout, c'est l'objectif du projet de partenariat pour le développement international du C4, USAID C4CP. Le Centre international pour le développement des engrais, IFDC, participe à sa mise en œuvre. Débuté en 2014, le projet court jusqu'en 2018. Ce 27 juin, les responsables du projet ont fait une halte pour un premier bilan d'exécution. Un bilan jugé satisfaisant. On fait le point avec Konsoum Koulibaly et Yolande Lompo. Tous poursuivent un seul but, la diffusion de nouvelles technologies en vue d'accroître la sécurité alimentaire dans les zones cotonnières des pays du C4. Aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, le Comité consultatif national de l'USAID C4CP tient sa deuxième réunion en vue de faire le bilan de ses activités au Burkina Faso. Au plan national, disons que la mise en œuvre du projet a eu des résultats très probants. Quand on regarde les impacts par rapport aux champs de démonstration qui ont été mis en place, on a vu en tout cas des augmentations de rendement de 100 à 150%. Et sur la période 2014-2018, le Bénin, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso sont les pays concernés par ce projet de partenariat. Nous avons développé plusieurs modules de technologie agricole améliorée que nous voulons disséminer sur le terrain à travers nos partenaires. Aussi, nous sommes en train de mener une étude sur la santé du sol pour harmoniser la formule d'engrais. Aussi, il y a un objectif d'établir le partenariat avec les organisations régionales et aussi d'améliorer le statut socio-économique des femmes. À terme, ce projet d'environ 75 milliards de francs CFA devrait permettre d'augmenter les revenus des producteurs et des transformateurs de coton dans ces pays.
Et puis les nouvelles de la campagne agricole dans le Sahel du Burkina, une campagne qui est jugée globalement satisfaisante et les producteurs sont au stade de semis par endroits et même de cerclage, constate une de nos équipes sur place. La pluviométrie autorise l'espoir pour la suite de la campagne. On fait le point avec Jean Zongo et Aboubacar Sagnon. À l'aide de leur daba à la forme particulière appelée hilaire, ces producteurs de Kampiti, village situé à quelques encablures de la ville de Dori, désherbent leurs champs de mil. Le ciel a été beaucoup plus clément cette année et les producteurs de la région du Sahel sont un peu en avance par rapport à la campagne précédente. Actuellement, il faut se dire que nous sommes, après les semis, nous sommes au niveau des stades levés. Parce que les semis se poursuivent. Si nous prenons les deux provinces, où les écarts sont positifs, très positifs, à savoir le Choum et Yaga. Là-bas, après les semis, nous pouvons parler des levées et même des talas et même certaines zones, ils ont déjà commencé le sarclage. Mais si nous prenons la province de l'Oudala et celle du Seno, réellement, ce sont les périodes de semis et salles levées. La campagne de cette année est mieux que celle de l'an passé. Actuellement, ils sont au premier sarclage et des ressemis aussi, ce qu'ils sont en train de faire. Et d'autres mettent du fumier aussi. Pour le moment, il a l'espoir, ça va aller, s'il pleut. Pour cette campagne, le ministère en charge de l'agriculture espère que les producteurs pourront emblaver plus de 397 000 hectares pour les céréales, 22 415 hectares pour les cultures de rente et 4 182 hectares pour les autres cultures. La production attendue pour les céréales, nous avons 255 930 tonnes pour les céréales. Et pour les cultures de rente, nous avons 35 063 tonnes attendues. Et pour les autres cultures, 22 038 tonnes attendues. Pour atteindre ces objectifs, l'État accompagne les producteurs. Dans la région du Sahel, 1265 tonnes d'engrais, 501 équipements, dont des charrues, des semoirs et des buteurs, et 270 animaux de trait ont été mis à disposition des producteurs du Sahel. C'est dans ce contexte que le comité régional de programmation et de suivi du SILS se réunit à Ouagadougou. Le comité assure d'une part un rôle consultatif pour le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État et d'autre part un rôle de programmation et de suivi des activités du SILS. Ce matin donc, les membres du comité devaient préparer la 51e réunion ordinaire du Conseil des ministres et examiner des documents statutaires. On essaie de comprendre tout cela avec Amado Ilboudo et Adama Koulibaly. La 23e réunion du comité régional de programmation et de suivi du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, ici à Ouagadougou, balise le terrain pour le 51e conseil des ministres de cette institution. Les représentants des 13 pays membres vont examiner les rapports administratifs et financiers de 2015, le budget 2016 ainsi que la nouvelle organisation institutionnelle du système SILS. La rigueur avec laquelle vous examinerez les dossiers soumis à votre appréciation va certainement guider la prise de décision des ministres. Connaissant votre attachement à notre institution commune et votre engagement à servir les populations sahéliennes et ouest-africaines, je suis convaincu que de vos travaux et discussions sortiront des réflexions et suggestions pertinentes à la droite du Conseil des ministres. La nouvelle vision au SILS est de renforcer avec l'appui de partenaires techniques et financiers les programmes et projets axés sur la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau, la lutte contre la désertification et le changement climatique. Avec l'apport de l'irrigation, avec l'apport des grands projets de la résilience, avec l'apport du projet du pastoralisme, nous allons pouvoir maintenant nous attaquer aux mamelles, aux deux mamelles et tous les secteurs de production, les agro, silvo et pastorales et halieutiques, les transformer, créer de richesses et de l'emploi. Le système SILS, pour l'accomplissement efficient de ses missions, s'appuie sur ses trois composantes, le secrétariat exécutif basé à Ouagadougou, le centre régional Agrimet à Niamey et l'Institut du Sahel à Bamako. L'autorité du bassin du Niger organise quant à lui à Ouagadougou un atelier pour passer en revue les acquis de la première phase de son programme de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin.
Une rencontre d'immersion pour mettre tout le monde au même niveau d'information et aider à l'avènement d'une seconde phase. On fait le point avec Moussa Ouedraogo et Kadi Sanogo. Le programme de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger, DREJ, est un programme régional initié par le secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger au profit de ses États membres. Après le succès de la première phase du programme, voici lancée la deuxième phase de l'atelier régional d'examen et de validation. Une opportunité pour les participants de passer en revue les acquis de la première phase du programme et tirer les leçons et enseignements pour une bonne préparation de la deuxième phase. L'ABN et ses États membres ont adopté un certain nombre d'outils de planification au niveau régional et c'est la concrétisation en action sur le terrain que nous sommes en train de faire actuellement. Et on estime que cela va permettre à nos États de pouvoir bénéficier d'activités sur le terrain au bénéfice des populations qui vivent dans le bassin du Niger. La Banque mondiale appuie ce programme de l'autorité du bassin du Niger. C'est une opération qui fait à peu près 195 millions de dollars que la Banque mondiale a apporté à l'ABN pour soutenir des investissements dans 5 pays d'abord, parce que l'ABN compte 9 pays. Admis à la retraite, Emmanuel Nikiema, expert en gestion des ressources naturelles, a reçu un certificat de reconnaissance et un cadeau pour le travail qu'il a abattu durant son service. Dans l'actualité ce soir, en cette saison des pluies, les risques d'éboulement et des autres accidents sur les sites aurifères d'exploitation artisanale ne sont pas à exclure. Pour ainsi prévenir les drames, le gouvernement burkinabé décrète à chaque saison des pluies la fermeture de ces sites. Dans le sud-ouest du pays, la mesure n'est pas suivie à la lettre. Les orpailleurs font la sourde oreille en dépit de la désolation et des pertes en tout genre que peuvent occasionner d'éventuels accidents. Constat sur place avec Draman Dadian et Salifou Belem. Saison pluvieuse, saison de désespoir pour ces orpailleurs. Ils ont été sommés de quitter les lieux. Mais pour ces exploitants du site d'or de l'Himalaya, criés il y a à peine 5 mois, il n'en est pas question. Nous sommes à 2 km de la ville de Diebougou. Voilà, moi où je suis là, depuis ils sont venus ici pour chercher les ailes. Moi-même, je n'ai même pas bougé dans mon chemin. Je suis quitté derrière Ouagadougou pour venir chercher ici. Si moi je dis que non, je vais bouger en l'air là, j'ai menti. Si je pars en ville, même, je serai un voleur. Il y a d'autres qui sont ici, ils ont 2 femmes ou bien 4 femmes comme ça, ils n'ont rien à faire si ce n'est pas le travail de l'or là. Vraiment, si on déguerpit ces orpailleurs, nous n'aurons plus à manger. Moi, par exemple, c'est grâce à eux que je gagne ma pitance quotidienne. Risque d'éboulement oblige. Et à chaque saison d'hivernage, l'exploitation artisanale de l'or est interdite. Et ce, par arrêté gouvernemental. Pour la région du sud-ouest, l'une des plus arrosées du Burkina, cette période va du 1er juin au 31 octobre. Il faut avouer que c'est difficile. Si vous connaissez le niveau d'incivisme dans notre pays, donc ces sites sont parfois exploités malgré cette interdiction. Donc, en tout cas, nous avons fait le constat qu'une lutte est toujours engagée entre administration et exploitants de ces sites d'orpaillage pour la fermeture de ces sites. Même si Abdoulaye Sawadougou et ses camarades feignent de ne rien savoir, ce n'est pas le cas ici à Djikando, autre site d'exploitation artisanale situé à un jet de pierre de Gawa. On a reçu des documents qui nous a dit de fermer. Et si vous voyez dans notre site ici, on a arrêté tout le travail. J'ai dit à tout propriétaire de trou qui a un trou ici, tu es le gardien de ton trou. S'il y a quelqu'un qui meurt là-bas, tu es le premier responsable. Mais il y a des gens qui forcent, qui viennent, quand ils me voient, ils se cassent. Donc tu ne peux pas. Fermeture officiellement annoncée, certes, mais ils sont nombreux, ceux-là qui poursuivent toujours le métal jaune dans la centaine de sites d'or à exploitation artisanale du sud-ouest. Et cette année, les autorités ont opté d'associer sensibilisation et répression pour que cessent les morts par suite d'éboulement. Je vous le disais en titre, à Kilouin, un quartier de la ville de Ouagadougou, les habitants dénoncent l'occupation illégale des réserves administratives destinées à des projets d'intérêt général
comme la construction de bâtiments administratifs ou de centres de santé. Face à la presse, un comité mis en place pour défendre les intérêts des habitants du quartier s'est longuement expliqué. Bouma Ernest Nebié, Issa Kawedrago. Cette clôture appartient à un particulier qui envisage construire à l'intérieur une clinique privée. Une construction qui est aujourd'hui au cœur d'une contestation de la part du comité pour la défense des intérêts des habitants du quartier qui est loin de Ouagadougou. Au dire du comité, le terrain selon le dernier lotissement de 2003 du quartier n'est pas destiné à la construction d'une clinique privée, mais plutôt à celle d'un centre de santé public. À cette conférence de presse, le comité dénonce et condamne avec la dernière énergie cette occupation de parcelles qu'il qualifie d'illégale. Nous avons contacté M. Ouedraogo, c'était le 29 avril, sur la parcelle. Il a dit ce jour que lui, il gère une clinique et la location fait 300 000 francs par mois qu'il paye. Que ça lui coûte cher. Raison pour laquelle lui, il a saisi l'autorité communale à l'époque du régime déchu, qui lui est attribué pour réaliser sa clinique, pour qu'il puisse déménager. Alors nous trouvons que quand même, c'est trop. Notre objectif est que cette clinique privée ne soit pas construite sur ce terrain, a laissé entendre le comité qui dit avoir entrepris des démarches auprès des autorités du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous sommes allés à la direction générale de contrôle sur le foncier. Nous avons remis une copie là-bas. Raison pour laquelle la mission est venue faire un marquage, arrêt travaux au niveau de la parcelle clôturée. Et malheureusement, le monsieur, il a fait effacer le marquage qui a été fait en peinture rouge. Et ça a rébellé la population. Le comité dit maintenir la pression jusqu'à ce que toutes les parcelles occupées de façon illégale dans le quartier, dit-il, soient libérées. Pour maîtriser les concepts de sécurité routière et les principaux facteurs accidentogènes, les forces de l'ordre disposent d'un outil. C'est le bulletin d'analyse des accidents de la circulation. Depuis ce matin à Ouagadougou, gendarmes et policiers se forment sur ce bulletin. Il s'agit de les aider à harmoniser les méthodes de collecte de renseignements. Yacouba Gamene, Lazare Pouya. Ils sont au total 70 agents des forces de sécurité à prendre part à cette formation d'importance capitale. Ces participants vont pendant 2 jours mettre en commun leurs connaissances pour l'opérationnalisation du bulletin d'analyse des accidents de la circulation routière BAC. C'est un bulletin où vraiment qui est un des objectifs essentiels de l'Office national de la sécurité routière, à savoir la collecte des données, le traitement des données et l'analyse des données statistiques afin d'aider à la prise de décision. Du cadre institutionnel et réglementaire de la sécurité routière au Burkina Faso à la présentation du nouveau logiciel du bulletin d'analyse des accidents de la circulation, ce sont 9 thématiques qui seront décortiquées à l'intention de ces agents des forces de sécurité. Dans les villes, c'est la police qui établit les constats. En rase campagne, c'est la gendarmerie. Alors, il faut qu'ils puissent nous faire remonter les statistiques au niveau de notre Office national de sécurité routière pour pouvoir analyser, avoir les statistiques. Et cela nous permet de mener correctement les sensibilisations. L'objectif final de cette session est d'informer sur le rôle du BAC dans la mise en œuvre et sur l'évaluation de la politique nationale de sécurité routière dans notre pays. En religion, comment mettre à contribution les cadres catholiques dans l'action missionnaire? La question taraude l'Église catholique du Burkina qui a réuni ses groupes sociaux pour réfléchir sur l'action qui sied. La rencontre a débuté ce matin en présence de Nongba Kouda et de Nathalie Sawadgo. Ils sont des hommes politiques, des civils, des hommes d'affaires, des militaires à cette rencontre du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, c'est pas phare. Ils ont pour dénominateur commun Jésus. Ensemble, ils veulent œuvrer pour un monde meilleur. Et cette rencontre a eu un double objectif, de réunir tous les services sociaux de l'archidiocèse de Ouagadougou et également de faire une première messe d'entrée pour tous les cadres catholiques de la ville de Ouagadougou. Cette rencontre première du genre est placée sous le thème « Rôle des groupes sociaux catholiques, quelle synergie d'action du laïcat plénier dans l'archidiocèse de Ouagadougou ?» Nous voulions nous adresser justement aux chrétiens catholiques laïcs
notamment ceux qui sont dans des responsabilités importantes dans la société, les cadres et les hauts cadres, et pour les aider à comprendre que justement il doit exister une symbiose entre leur vie de chrétiens catholiques et leur vie socio-professionnelle, politique, économique, etc. À l'occasion, une messe a été célébrée par son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo. Nous sommes tous des disciples de Jésus et une telle assemblée devrait contribuer à faire de tous les baptisés, en particulier les cadres, les élites, les décideurs de notre société, faire de tous, faire de chacun d'eux sel de la terre et lumière du monde. Le CEPAFA est une association chrétienne de l'archidiocèse de Ouagadougou. Elle ambitionne former de nouvelles générations chrétiennes pour relever les défis du monde. À l'étranger, Turquie et Israël ont conclu un accord de normalisation de leurs relations diplomatiques qui sera signé ce mardi au terme de 6 ans de tension. Les deux États échangeront dans les plus brefs délais des ambassadeurs. Le Premier ministre israélien a salué depuis Rome la normalisation des relations de son pays avec la Turquie. Après 6 ans de brouille, les deux États vont de nouveau échanger des ambassadeurs. Aux côtés de John Kerry, Benjamin Netanyahou a insisté sur les retombées économiques de cette réconciliation. C'est un pas important, dit-il, pour normaliser nos relations. Et cela a des implications immenses pour l'économie d'Israël, des implications dans un sens positif, a-t-il souligné. À Ankara, le nouveau Premier ministre turc a également salué l'accord. Israël s'est engagé à verser 18 millions d'euros d'indemnités aux familles des victimes turques du navire Mavi Marmara pris d'assaut par les forces israéliennes il y a 6 ans. Avec cet accord, les relations avec Israël se normalisent, dit le chef du gouvernement. Après l'incident du Mavi Marmara, l'embargo qui a été imposé à la région de Gaza va être levé, dit-il, grâce au leadership turc. Et le plus important, c'est qu'Israël a fait des excuses à la Turquie pour cet incident qui date de 2010. Benjamin Netanyahou a toutefois précisé que le blocus maritime sur la bande de Gaza persisterait. 10 Turcs avaient été tués en 2010 sur le Mavi Marmara, affrété par une ONG turque. Et puis pour refermer ce journal à la une des quotidiens du jour, des échauffourées entre Kogluego et population du quartier Zongo de Ouagadougou et la libération de Karim Wade au Sénégal. La revue de presse des quotidiens est signée Aimé Solange-Guigma. L'affaire des Kogluego, une fois de plus évoquée dans les quotidiens du jour. Aujourd'hui, Ofaso rapporte que 5 personnes ont été blessées ce samedi après un affrontement qui a opposé des membres du groupe d'autodéfense qui tentaient d'interpeller un présumé voleur à des riverains du quartier Zongo à la sortie ouest de Ouagadougou. Plus de 20 blessés, le QG des Kogluego et des motos incendiées, c'est le bilan dressé par le quotidien. Arba Désiré Ouédraogo, habitant du quartier, précise dans l'Observateur Palga que les jeunes n'ont rien à voir dans l'incident et pense que la situation a été créée pour dissoudre le groupe d'autodéfense dans leur quartier. Quoi qu'il en soit, c'est la goutte d'eau de trop, estime notre temps. Pour le journal, l'on va de ce pas vers un conflit ouvert entre pro et anti-Kogluego. Attention donc au risque de guerre civile, alerte le quotidien. Selon le journal, le chef de l'État en personne doit se saisir de ce dossier afin de le régler au plus vite. Actualité internationale, la libération de Karim Wade, épiloguée par les journaux du jour. Condamné à 6 ans de prison en 2015 pour enrichissement illicite, Karim Wade a été libéré dans la nuit du jeudi à vendredi après une grâce présidentielle, nous informe Sidouaya. Est-ce une zakat ou un deal politique, s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour le journal, c'est un deal au contour flou. Quel qu'en soit le deal, Wade perd à jouer et à gagner, dixit le pays. L'on assiste désormais à une justice à 2 vitesses au Sénégal, où seuls les puissants peuvent échapper à la prison, martèle le pays. C'est tout pour ce journal. Jacques Lamissa Tarpaga vous retrouve pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.